BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Bien, il est 12h20, c'est Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Madame Cluzel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur BFM Business parce que oui, ce 3 décembre est la journée internationale des personnes en situation de handicap. On va parler un petit peu de tous ces débats, notamment l'insertion des personnes âgées en entreprise. Nous sommes sur BFM Business. Vous êtes venu, alors vous voulez en dire un mot, avec un masque inclusif d'un genre un peu particulier. Expliquez-nous ça. C'est un masque qui a été conçu par une jeune femme sourde qui voulait pouvoir continuer à avoir la lecture labiale et qui maintenant se développe comme un masque de communication. Nous l'avons développé en crèche pour les personnes, justement pour que les enfants revoient le sourire. Bien sûr. Et nous le mettons aussi à disposition des personnes en situation de handicap au travail en complétant, en aidant les entreprises. Un masque acheté, nous complétons la différence de coût parce qu'il est un peu plus cher pour que ça ne soit pas un frein justement au maintien dans l'emploi des personnes sourdes ou des personnes qui ont besoin justement de lire sur les lèvres ou de voir l'expression du regard. Et voilà, masque inclusif à l'intention des personnes sourdes et malentendantes évidemment. Vous me disiez pendant la pause, on parlait de Valéry Giscard d'Estaing bien sûr qui fait l'actualité aujourd'hui. Vous disiez les grandes lois sur le handicap, il y en a eu beaucoup, mais la première vraie grande loi sur le handicap, elle remonte à Valéry Giscard d'Estaing, c'est ça? 1975 avec Simone Veil, la grande loi fondatrice d'une politique publique du handicap qui prend en compte justement l'emploi des personnes handicapées et la participation des personnes handicapées comme tous citoyens. Et j'ai eu le plaisir et l'honneur de pouvoir discuter avec le président Valéry Giscard d'Estaing il y a un an et demi. Parce que je vous rappelle aussi qu'il a fait le droit de vote des jeunes à 18 ans. Et je lui parlais justement de la grande mesure que nous avons portée avec le président de la République pour remettre les personnes handicapées sous tutelle dans leur plein exercice de leur droit de vote. C'est une façon justement de travailler sur la citoyenneté, la dignité des personnes. J'ai eu le bonheur de pouvoir échanger avec lui. Et quand vous regardez toutes les lois qui se sont succédées justement pour favoriser l'insertion des personnes handicapées, comment vous regardez les chiffres aujourd'hui qui sont quand même tristes quand on voit que le taux de chômage des personnes handicapées c'est de l'ordre de 16%, 2 fois la moyenne nationale. Qu'est-ce qui fait que année après année, décennie après décennie, ça ne s'arrange pas, Madame Cluzel? Alors ça s'arrange, mais très doucement, parce que la grande loi, deuxième grande loi en 1987, qui a instauré le 6% d'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap dans les entreprises de plus de 20 salariés. 30 ans après, on est à 3,9 dans le privé, à 5,9 dans les fonctions publiques, hospitalières, d'État et de territoriales. Donc on voit que ça avance, mais trop doucement. Donc j'ai fait une grande stratégie Osons l'emploi avec la ministre du Travail pour que justement on déverrouille. Pourquoi c'est autant de freins? Beaucoup de préjugés sur les personnes en situation de handicap, sur par exemple leur faible productivité ou leur manque de performance, ce qui sont des préjugés. Une très mauvaise connaissance aussi des différentes situations de handicap. Rappelons que c'est 12 millions de personnes en situation de handicap, mais 80% des handicaps sont invisibles. Oui, c'est ça. Et notamment le handicap psychique, qui est aussi problématique dans beaucoup d'entreprises. Donc qu'est-ce que nous faisons? Avec le plan de relance, moi j'ai voulu vraiment m'en saisir pour pas que ce soit une variable d'ajustement pendant la crise économique. Donc nous avons mis un plan de relance vraiment assez structuré, justement, pour pouvoir aider à l'emploi des personnes handicapées, peut-être les rappeler, 4 000 € aux chefs d'entreprise, 4 000 € d'aide à l'emploi. Et avec le Premier ministre, nous avons prolongé l'aide jusqu'à fin juin 2021. Et 8 000 € pour l'apprentissage. Vous me dites préjugés. Alors effectivement, c'est l'explication. Mais d'où est-ce qu'ils viennent, ces préjugés? Par une très grande méconnaissance. Oui, mais est-ce que c'est pas culturel? Certains disent, après tout... on stigmatise ou on a des préjugés sur les personnes handicapées, mais peut-être dès l'école où il n'y a pas suffisamment de brassage entre les différents élèves. Est-ce que ça ne part pas de là? Est-ce que ne partent pas de là nos préjugés, Madame Cluzel? On a des générations de retard en France. D'autres pays d'Europe ont choisi justement d'aller plus vite sur la scolarisation des enfants handicapés pour apprendre ensemble. Quand vous avez appris ensemble, c'est votre camarade de classe, ça devient votre collègue de travail naturellement. Donc là, c'est pour ça que dès 2017, nous avons instauré le handicap comme priorité du quinquennat et que l'école inclusive devienne réalité, avec plus de 6% d'élèves handicapés chaque année. Et mon objectif, c'est vraiment de porter à la formation, parce que vous l'avez dit, 2 fois plus de personnes au chômage. Mais pour autant, 80% des personnes handicapées au chômage ont un niveau bac. 80%. Donc il faut qu'on les aide à monter. Freiner dans leurs études, évidemment, bien sûr. Voilà, avec des trous dans la raquette, avec des arrêts, avec un frein. Donc il faut vraiment, et c'est pour ça que dans le grand plan d'investissement des compétences, nous avons fléché de l'argent sur la formation particulièrement. Et vous dites, et c'est une grande avancée, le numérique justement peut constituer un levier pour accélérer l'insertion des personnes handicapées. Concrètement,
concrètement, en quoi le numérique peut accélérer cette insertion? Alors, plusieurs choses. D'abord, le télétravail, on l'a vu pendant le confinement, peut permettre aussi à des personnes handicapées de développer justement une activité professionnelle à partir de chez elles. Il faut que ce soit un télétravail bien choisi, bien adapté aussi, parce que parfois on a besoin d'adaptation, donc il faut qu'elle soit là. Et on l'a mis pendant le confinement, donc il faut qu'on capitalise là-dessus. Et le numérique, c'est un secteur qui embauche. Donc il faut former les personnes en situation de handicap. Pourquoi? Parce qu'elles ont une vraie expertise à développer. Je vous rappelle qu'il y a une obligation de mettre les sites accessibles en numérique. L'accessibilité numérique, vraiment nativement, il faut qu'on ait des webmasters qui soient formés à cette accessibilité numérique. Parce que nous devons pouvoir informer et que tout le monde puisse avoir accès à cette communication numérique. Donc là aussi, il y a un grand boulevard de formation. C'est du gagnant-gagnant. Qu'est-ce que vous dites aux entreprises, aux managers qui vous écoutent ou qui vous regardent peut-être ce midi sur BFM Business, justement pour lutter contre ces préjugés, se dire qu'il y a des compétences très rares qu'ils peuvent aller chercher du côté des personnes handicapées aujourd'hui? Mais surtout que c'est la seule charge sociale qu'ils peuvent éviter de payer en embauchant une personne handicapée. Parce que s'ils n'ont pas atteint leurs 6%, ils ont une contribution. On dit ça politiquement correct, une contribution. C'est une amende. C'est une pénalité. Alors, faut-il une amende plus forte? Elles sont déjà fortes pour ceux qui ne font rien. C'est pour ça qu'on a de plus en plus d'entreprises qui s'engagent dans une RH inclusive. J'étais venue il n'y a pas très longtemps sur votre plateau, j'ai rappelé les grandes conventions que j'ai pu signer, plus de 140 entreprises qui se sont engagées à signer le manifeste pour l'entreprise inclusive. C'est une responsabilité sociétale des entreprises, c'est un engagement. On a beaucoup d'entreprises qui sont au-delà de 6%, mais on en a aussi qui n'ont pas franchi le pas. Et là où je veux dire vraiment aux employeurs, c'est que surtout les PME, les ETI, qui n'ont pas forcément des missions handicap, qui n'ont pas forcément une RH structurée, nous sommes là pour les aider. Moi, je veux les aider à rendre lisible la politique, à avoir tout de suite de l'aide quand ils en ont besoin. On ne peut pas rater une embauche parce qu'on n'a pas l'adaptation qu'il faut ou parce qu'on n'a pas le job coach. Pourquoi je parle de job coach? On a parlé du handicap psychique. C'est parfois un handicap compliqué parce qu'il y a des variations comme ça de productivité, parce qu'il y a besoin parfois d'interactions sociales qui sont compliquées. C'est pas à l'employeur de trouver ses clés. Ce sont des experts, c'est des associations comme Clubhouse, comme Messidor, qui peuvent venir en appui. Et là, j'ai aussi de l'argent pour déployer ces stratégies et pour déployer ces prestations de services aux côtés des employeurs. C'est gratuit pour les employeurs. C'est gratuit pour les employeurs. Voilà, message passé aux employeurs qui nous écoutent. Il nous reste 2-3 minutes. Je voudrais qu'on dise un petit mot de cette 5e branche de la sécurité sociale. Voilà, autonomie des personnes âgées handicapées, qui a été vraiment la réforme, voilà, l'avancée sociale que beaucoup attendent depuis 15-20 ans. Notamment, ça a été accéléré ces débats autour de la canicule de 2003. À chaque fois, on avait l'impression que cette priorité faisait les frais des fins de quinquennat et qu'on n'y passait pas. Ça y est, on y est aujourd'hui. Sauf que certaines associations disent c'est beaucoup plus documenté sur les besoins pour venir en aide aux personnes âgées que pour les personnes handicapées. Est-ce que cette 5e branche, elle ne s'adresse pas, dans l'esprit de beaucoup, plus aux personnes âgées qu'aux personnes handicapées? Mais non, justement, puisque l'allocation adulte enfant handicapé est dans la 5e branche, que nous mettons la prestation de compensation du handicap dans la 5e branche, et que nous avons des socles communs à personnes âgées, personnes handicapées, par exemple l'habitat. Nous avons des vrais leviers financiers sur l'habitat dit inclusif, c'est-à-dire le vivre ensemble, se loger en colocation avec des services d'accompagnement pérennes, des services d'accompagnement professionnels pour changer la donne. Ça s'adresse aux personnes âgées, personnes handicapées. Le dénominateur commun est beaucoup plus important, donc c'est une vraie avancée. C'est une première brique. Elle ne va pas se construire en un an, cette 5e branche. Mais nous avons une caisse nationale de solidarité pour l'autonomie qui est en train d'y travailler. Et moi, j'y crois beaucoup. Ça sera une amélioration pour toutes les personnes âgées et personnes handicapées. Il y a des avancées, effectivement. Mais derrière tout ça, beaucoup de familles qui, encore aujourd'hui, en 2020, comme c'était le cas il y a des années, vous disent on se sent malgré tout abandonné. Voilà, on a l'impression que la politique du handicap fait partie des variables d'ajustement des dépenses budgétaires. Non. Justement, je redis non. C'est la priorité du quinquennat. Le Premier ministre a fait un comité interministériel du handicap le 16 novembre. Une mobilisation nationale du gouvernement qui a été rappelée justement pendant cette crise sanitaire et économique. Donc je dis non, aucune ambition n'est abaissée et nous serons au rendez-vous et nous sommes au rendez-vous sur beaucoup d'aspects. Emploi, école, accès au sport, à la culture, aux loisirs. C'est ça la citoyenneté. Et je veux redire que nul n'est inemployable et que je dis aux chefs d'entreprise qui nous écoutent, oser l'emploi des personnes handicapées parce que ça égale à performance, ça égale à productivité, transformation managériale. Et là, vous travaillez pour le bien commun de tous vos collaborateurs, de tous vos salariés. Message passé aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Cluzel. Merci d'être venue nous voir ce midi. Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Merci d'être venue nous voir ce midi sur BFM Business.